Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 4, les mécaniques de jeu, partie 1. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Pauloud des jeux, encyclopédie vivante, Monsieur Jean-François. C'est ton lingo! Salut Simon, ça va? Oh oui, ça va très bien toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Magnifique, donc épisode 4, partie 1, les mécaniques de jeu, c'est quoi ça? Est-ce qu'on est dans une saison 2 puis on essaye plein de nouvelles affaires? Ah, ben là, c'est gros ça! Pourquoi, voyons, c'est gros, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on a part 1? Ben, en tout cas, les mécaniques de jeu, clairement, ça se couvre pas en 1h15, et comme c'est notre résolution dans la saison 2, ben on s'est dit, on pourrait faire 2 parties peut-être. Ouais, ben c'est sûr qu'on aurait peut-être pu réussir à faire un épisode, sauf que je pense qu'on a une grosse intro à dire. On a beaucoup de choses à vous montrer pour commencer, c'est ça? Oui, absolument, absolument. En plus, tu dis faire ça en une partie, moi je pensais que tu allais dire on aurait pu faire ça en 3 parties. Ouais, aussi. Mais bon, on va se lancer tout de suite dans le récapitulatif, l'actualité, qu'est-ce qui se passe. En même temps, il se passe tellement de choses. On vient de sortir 3 épisodes déjà, dont 2 entrevues avec des gens super intéressants. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que la suite de la saison nous réserve. Ben ouais, exactement. Et dans le fond, dans le vif du sujet, je pense que la chose qu'on a fait, toi et moi, dans le monde ludique les dernières semaines, c'est participer à une petite soirée organisée par la compagnie Plan B, qui avait pour but de nous présenter leur nouvelle sortie en termes de jeux. Oh oui, magnifique soirée, événement, vraiment un événement spectaculaire en fait, même si c'était très intime. Je suis pas tant du genre tapis rouge et tout ça, mais c'était une soirée VIP au Randolph, pub ludique sur Rosemont. Plein de gens de l'industrie intéressants étaient là, sans compter bien entendu Tom Vassell. Tom Vassell à Montréal, c'est rare. À Montréal, de Dice Tower, alors c'était quand même assez excitant comme soirée, donc plein de gens intéressants étaient présents sur place. Ben ouais, exactement. Comme tu dis, Tom Vassell était présent à Montréal. Il ne fait pas, il fait rarement son tour. Il nous avait d'ailleurs mentionné qu'il était déjà passé, mais avait seulement fait un aller-retour pour aller visiter des bureaux de compagnie. Et ça va être c'est un peu son cas là, aussi, même chose. Il vient visiter Plan B, parce que Plan B l'ont invité à venir visiter leur bureau et participer à cette soirée-là. On avait la chance donc d'être en présence de Tom Vassell. Alors peut-être que ça dit pas quelque chose à tout le monde. Tom Vassell, c'est quand même le critique de jeux de société, un des plus connus, je dirais, dans le monde. C'est un anglophone des États-Unis. Et c'est vraiment une figure importante dans une société, rendue très connue et populaire dans tout le monde, en fait. Ben absolument, et la chance était de notre côté parce que on a eu la possibilité dans le fond de faire une interview avec Tom Vassell, donc une entrevue. On a eu un 10-15 minutes là, où on a pu aller s'asseoir avec lui, s'isoler du groupe et lui poser quelques questions, échanger un peu avec lui. Bonjour tout le monde, nous sommes présentement au Randolph Pub Ludique Rosemont pour une soirée unique, le lancement des nouveaux jeux de Plan B et la visite de Tom Vassell à Montréal. Bonjour Tom, bienvenue à Montréal, je te souhaite un fabuleux séjour ici. Merci d'être avec nous, je suis un peu nerveux, mais bon, je pense qu'on va y aller sans plus tarder. C'est quoi selon toi la chose la plus importante dans le monde des jeux de société? Je pense que tu oublies Simon qui ne parle pas français. Yes. Oh damn, he doesn't speak French. French, no. Okay, are we ready for that? We're gonna have to adapt for that. Okay, he created the Dice Tower in May 2005, now probably the biggest network dedicated to board game. For more than 15 years, he's been a major inspiration and guide for hundreds of thousands of players around the globe, including us. I recall listening to his podcast in 2007 while almost nobody was doing something like that. He helps the worldwide board game community to grow. Ladies and gentlemen, Tom Vassell. That's very, very nice of you to say. Tom, thank you very much for taking a few minutes to discuss with us. This is really appreciated. Oh, no, I'm having a good time here. And what exactly are you doing here in Montreal right now?
Well, I mean, I came up to visit Plan B and look at some of their games. I'm here for this event. They're showing off some new games that they have, and I like the opportunities to do this because I like to actually see the people that we talk to, because Yep. I think the internet's a great thing to talk to people on the internet, but to meet people face to face is much better, right? And so if I have the opportunity to go to a new city that I've never been to before and meet people, that's fantastic for me. And some of the people here I met 2 years ago, I went to their house and played games. Oh, yeah, and for I real. remember that. Oh, that's I remember cool. those people, and they're almost like friends. Yeah. So that's really a neat thing for me. Alors oui, on en a profité pour lui poser la question, pourquoi il était de passage à Montréal et qu'est-ce qu'il faisait ici au Randolph à Montréal. Donc, ce qui est le fun, c'est ça, hein, Tom est rendu un reviewer assez important, assez connu, que les compagnies le font venir pour présenter de nouveaux jeux. En fait, 2 nouveaux jeux là, de Plan B qui sortiront bientôt, qui est le jeu Quanbra et le jeu Reef. Donc, c'est l'occasion pour eux de mettre de l'avant ces jeux-là. C'est pour ça que, dans le fond, ils l'ont invité, Tom, à Montréal. Il était de passage, malheureusement, c'était la journée de la Saint-Valentin, le lendemain de la soirée. Donc, il nous a dit qu'il devait absolument retourner chez lui pour cette journée importante. Donc, il n'a pas pu beaucoup visiter Montréal. Ouais, ben d'ailleurs, une des choses que j'aimais beaucoup de sa réponse, c'est qu'il disait, oui, il est venu, tu sais, pour review des jeux, puis tout ça, mais une des raisons qui le motivait aussi vraiment à venir, c'est de rencontrer la communauté. Ouais. Tu sais, il a dit qu'il s'intéressait beaucoup, là, à la communauté, puis la communauté des joueurs, tout ça. D'ailleurs, c'est une question qu'on lui a posée, en fait, à savoir d'où venait un peu ce désir-là là, si on veut, d'embrasser la communauté. Là. Where do you think all this dedication to community come from? Oh man, I don't know. Yeah, I know it's a really open question. Well, here's the thing. I think a lot of it's from my parents. Now, my parents, when I was a kid, they always opened the house up to other people. So, like, when a holiday came by, they always invited over all the people who at our church who didn't have anywhere else to go. Oh, that's really cool. And one of the things they did when everybody came over is they played party games and things like that. And I always thought that was a cool thing to do. I liked it, having people over. And since there was 5 kids in my family, I was never alone anyway. If I'm by myself for a while, I enjoy it a little bit, but I want to be around other people. Not for too long. Yeah, and also, the more people doing things together, like when I have a game event or a party or whatever I'm doing, if I'm not having fun, but I'm watching the fun, it's great. You like that? I really do. Like at Dice Tower Cruise, it's a great thing. Yeah. But I don't sit around. I'm like going around making sure everyone's having a good time because I don't know, I just really like doing that. Yeah, you don't sit up and play all night and you go Well, I do sometimes, around. but yeah. Ouais, ben c'est quand même intéressant de voir hein, tu sais, que toute son histoire, là, ça commence vraiment dans sa famille, grâce à ses parents, tu sais, qui aimaient ça faire, tu sais, faire des soirées où le monde venait jouer à des jeux. C'était une autre époque pour le jeu, mais c'est intéressant de voir que ça part de là, tu sais, le fait toujours d'avoir eu un gros groupe. Là. D'ailleurs, Tom Vassal, on sait, il y a quand même une grande famille. Là. Ouais, exactement, exactement. Ouais, ben ça le sent, hein, on le sent quand on écoute les vidéos, puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que nous, on l'écoute, tu sais, on le connaît un peu parce qu'on l'écoute depuis longtemps, puis on a l'impression de le connaître quand on lui parle, alors que, tu sais, lui, c'est pas on est qui. Lui, il nous a jamais vus. Il nous là, a jamais nous a vu, jamais mais quand on le rencontre, on dit est tout, comme, mais- hey, c'est l'ami Tom, tu sais. C'est très intéressant aussi le lien qu'il crée avec la communauté par ses vidéos, malgré qu'il ne nous connaît pas tous personnellement. Il sait que, tu sais, il est apprécié, il est connu et ça fait les contacts vraiment chaleureux là, à son égard. Ouais, ben je l'ai trouvé, tu sais, vraiment humble par rapport à ça. Tu sais, je sais pas s'il s'attendait à ce que les gens ils le connaissent plus ou moins, mais tu sais, on s'entend, nous, on était là pour faire une interview avec lui, mais il y avait aussi plusieurs autres personnes, dont Game, les lives du Randolph, jeux.ca, qui étaient là aussi pour l'interviewer, pour avoir la chance d'y parler. Je sais pas s'il a été surpris là, de voir que les gens ils capotaient vraiment sur lui ici. Là. Ouais, ben, tu sais, quand j'ai appris que Tom était à Montréal, je me suis demandé pourquoi on faisait pas un événement à 200 personnes. Là. Je me disais que c'est quand même
vient pas souvent. Je pense qu'il est très connu dans la communauté de joueurs et qu'il aurait pu attirer beaucoup de monde. Malheureusement, pour cet événement, c'était assez privé, comme tu l'as dit, mais c'était tellement connu par la communauté. Nous, au Québec, on est quand même souvent influencé par la culture américaine. C'est souvent par là que c'est par Tom Vassell et par le Dice Hour que je suis un peu rentré dans les vidéos de review. Donc, ça m'a vraiment guidé, là, donc c'est vraiment impressionnant. Ouais, absolument. Tu sais, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on écoute le podcast de Tom Vassell. C'est quand même quelqu'un qui a influencé là, énormément de gens, même dans des langues qui sont pas l'anglais. Là. D'ailleurs, une des questions vraiment intéressantes qu'on a eu la chance d'y poser à ce sujet-là, c'est que comme il a tellement été impliqué dans la communauté depuis longtemps, il a eu la chance vraiment de voir ce hobby-là, si on veut, se développer à travers plusieurs années. Là. Donc, on peut parler d'une période de facilement 20 ans. On lui a posé la question, dans le fond, qu'est-ce qu'il jugeait là, qui avait vraiment favorisé ou influencé le monde des jeux durant cette période-là? Well, you say were the most notable change in the industry over all that time? Oh, that's easy. The most notable changes happened right around 1993 to 95 for three main reasons. One was Magic the Gathering. Magic the Gathering made a big impact on the industry as a whole. It allows many game stores to survive. It brought a lot of people into gaming. A lot of board gamers, you talk to them today, they started in Magic the Gathering. And it also, our board games today use a lot of things from it, special powers. There's so much that we have. The number two is Catan. Catan, yeah. All right, so Catan, it came over in Germany, I think it was 94, and it came to America, and people said, what are these new kind of games? Those games already existed a bit in Germany and France, but they weren't really that big of a deal, but Catan changed all that. Ouais, donc c'est pas surprenant de voir Magic comme sa première réponse. Hein. Les cartes Magic ont tellement attiré l'attention de plein de joueurs et ont amené créé cette communauté-là. Donc c'est comme ça qui nous dit, là, c'est un des premiers signes qui a vraiment fait augmenter, si on veut, la reconnaissance du jeu de société et l'intérêt pour le jeu de société. Absolument. Moi, c'est une réponse qui m'a totalement fasciné. Tu sais, quand tu poses à... Moi, je m'attendais à... Ben, tu sais, Catan, bon, il en a parlé un petit peu aussi. Bien entendu, je m'attendais vraiment à plus ce genre de jeu-là, mais l'argument qui, pour moi, a été vraiment important, c'est quand il a dit, tu sais, Magic, ça l'a permis à beaucoup de magasins de jeux, dans le fond, de survivre. Ouais. Parce qu'à une époque où les gens n'allaient pas acheter des jeux de société chaque semaine, tout ça, qu'est-ce qui faisait que ces magasins-là pouvaient exister? Ben, les cartes Magic ont vraiment favorisé ça. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant de voir comment l'économie derrière le hobby a permis là, que ça se développe. Ouais, et c'est même encore un peu vrai de nos jours, pour certaines boutiques, disons. Oui, ben oui, absolument. Ça reste que les cartes, les jeux de cartes en général, c'est encore quelque chose qui est très important. Bon, je pense qu'on va écouter la suite de la réponse de Tom à ce sujet-là. And the third thing is the internet. And in the 90s, everyone started using the internet, and so if I wanted to find other people to play board games with, I could find them anywhere. Or If I on wanted to- forums and stuff like that in the early internet age. Yeah, well, in the 90s, we were seeing more. Board Game Geek was starting to, it came around in 99, I think. And you started seeing, wow, someone else likes this game I do. Before that, if you wanted to play a war game or you wanted to play D-Mocker, who do you play with? Hopefully you could find other people, but it was hard. You had to go to a store, you had to go to a convention. Now you can meet people all over the place and talk to them about it. And that, I think that made the hobby just explode. The fourth thing, which is not as big as those, but I think is a big one, is just more recently, is the advent of Kickstarter. Yeah, I was Because- pretty sure you were talking about that. Yeah. Because Kickstarter it's an offshoot of the internet, but it has allowed people to get more involved in gaming. And I would even say YouTube also, because YouTube has allowed us to show so many games off to Big reach. But that starts sounding more advertising, and I don't mean that. But Kickstarter has changed the hobby. Yeah, I think those are the biggest ones that I could see. Ah ben là, c'est quand même intéressant de voir justement, là, il parle de l'Internet au départ. Bon, après, il parle de Kickstarter, YouTube. On aura la chance de revenir un peu sur ce qu'il a dit là-dessus. Mais, tu sais, l'Internet juste comme engin de communication.
Donc, tu sais, avant, avec qui tu jouais à 10 maqueurs, tu sais, justement, il y avait personne. Parce que tu sais, oui, peut-être Très, tes amis aimaient ça, mais si tes amis aimaient pas ça, c'était vraiment difficile de rencontrer des Je joueurs. trouvais ça très Et cocasse d'ailleurs qu'ils utilisent D-Maker comme exemple. ouais, Ça, c'est ça, c'est quand même un ça bon m'a fait exemple. bien Surtout, rire. tu sais, En fait, c'est que je l'imagine vraiment, tu sais, t'imagines ça, ok, 95, 97, le gars, esti, en Pennsylvanie, il cherche Du des monde. joueurs de D-Maker, là, Ouais. c'est quand même assez niche, là. Ben sinon, tu sais, bon, bien entendu, tu as parlé de Kickstarter, je pense que ça, c'est pas une surprise. Je sais que toi, Ouais. tu vas nous en reparler beaucoup plus là, des Kickstarter au fil de la saison. Mais c'est quand même indéniable le fait que ça Ah, l'a absolument. propagé le hobby, là. Ah ouais, ouais, absolument. Ça l'a un peu démocratisé aussi, même au niveau du processus de création. Donc, ça fait en sorte que c'est plus juste les grosses compagnies qui peuvent créer des jeux. Même toi, dans ton salon, tu peux créer un jeu puis réussir à le faire financer Absolument. par Kickstarter. Donc, autant pour la démocratisation de la création du jeu que pour, je sais pas, un genre d'accessibilité, un genre d'intérêt de la communauté de vouloir aider d'autres gens à réaliser leurs projets. C'est quand même, je pense, une idée qui est un peu dans le vent en général dans notre société de nos jours, mais ça a vraiment, particulièrement le jeu de société a profité beaucoup du phénomène Kickstarter, là. Absolument. Et ça me fait penser aussi, juste avant d'enregistrer l'épisode, tantôt, j'écoutais justement Dice Tower, le podcast. Et Tom Vasso s'entretenait avec un consultant, dans le fond, en distribution. Et ils Ouais, ont parlé de Kickstarter. Euh, C'était quand même intéressant le point de vue du. Tu sais, c'était un peu le revers de la médaille, mais point de vue optimiste. Euh, la personne, je me rappelle pas de son nom, malheureusement, là, je viens juste de l'écouter, puis ça m'a fait penser à ça. Euh, il disait dans le fond, parce que la question c'était est-ce que tu trouves ça mauvais qu'il y ait de plus en plus de jeux qui sortent parce qu'à un certain ouais, point ça devient, il y en a beaucoup trop. Là, ouais, tu sais, il y a quelques années c'était possible de jouer, pas à tous les jeux qui sortent, mais à tous les bons gros jeux qui sortent. C'était possible de tous les essayer là, il y a 5-6 ans à peine, là. Maintenant, là, c'est rendu impossible de suivre le rythme, même pour nous là, qui faisons ça chaque semaine, c'est très difficile de suivre le rythme, là. Et la réponse que ce gars-là a amenée, c'était, il comparait ça en fait au livre. Et comme ok, oui, en tant que hobby, tout ça, je vois que c'est difficile pour le consommateur de suivre, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée de plus en plus de niches et on n'entend jamais l'argument de ah ben il y a trop de romans qui s'écrivent. ouais. Fait que je trouve ça intéressant comme idée. Tu sais, c'est sûr que Kickstarter est une partie de ça, mais il y a plein d'autres changements qui peuvent arriver là, dans l'industrie dans les prochaines années qui vont vraiment favoriser l'éclosion de plein de jeux, là. Ouais, exactement. En effet, Kickstarter, donc oui, on va en reparler. C'est pas la dernière fois qu'on va mentionner ça, le Kickstarter ou le phénomène du sociofinancement. Et le dernier point qu'il mentionnait, il l'a mentionné très brièvement, c'était en fait YouTube. Donc le fait là, justement de pouvoir présenter des jeux sur YouTube, que des gens les notent, les reviews, les essayent, ça c'est comme une diffusion du savoir qui est très grande. On voit justement qu'il était un peu humble à propos de ça, il Ouais, voulait pas en parler parce qu'il dit ah ça c'est un peu trop de la publicité pour moi, donc je préfère pas en parler. Mais c'est clair que ça a un très gros impact là, à jouer dans le monde du jeu, là. ouais, absolument, absolument. C'est On voit qu'il a bien indéniable. suivi ça. Je trouve que c'est une façon vraiment intéressante de présenter qu'est-ce qui a influencé le monde du jeu dans les Ouais, 20 dernières années. et Ben, peut-être pas 20, mais ben, c'est même assez plus. original aussi, là. Ben, ce qui est intéressant aussi, c'est aussi que, tu sais, il a nommé juste 2 jeux là-dedans, malgré tout, là. Oui, Euh, absolument. on aurait peut-être pu Absolument. croire que d'autres jeux là, ont influencé. Et je pense, oui, clairement d'autres jeux qui ont grandement influencé le développement du jeu de société, là, c'est incontestable, mais tu sais, il a juste nommé Magic puis Catan, là. Fait que tu vois qu'eux, ils sont comme à un niveau à part. Ils ont vraiment ouvert des portes qui étaient fermées avant, là. Ah, absolument. Puis c'est des jeux qui sont encore là à notre époque, puis qui sont pratiquement aussi dominants qu'ils pouvaient l'être là, il y a plusieurs années. Ouais, fait que c'était vraiment le fun d'être là avec lui, hein. C'était assez un privilège là, de pouvoir le côtoyer durant cette soirée. Sauf que on n'en a pas encore parlé, sauf qu'on a pu interviewer quand même quelqu'un d'autre pendant cette soirée-là.
Ah ouais, ben en fait, avant, peut-être, Ah, tu sais, qu'on pourrait y aller avec la... Parce que là, tu disais justement, on a eu la chance de le côtoyer, mais on a aussi eu la chance de lui poser la question ah ben oui. ultime, dans le fond, qui est une prédiction pour les années à venir. Donc, en tant que gourou du monde du jeu, qu'est-ce qu'il prédit pour le futur, en fait? I think we're going to see a lot of changes. We're seeing Asmodee buying a lot of the companies up, but we're seeing lots of other games. There's a ton of games. So we're going to see some companies go out of business. It's just going to happen. But the market, we're going to see lots of new games, and we're going to see some shifts. I don't know what they're going to be. But for consumers, it's good. The choices we have, I think, are going to continue to increase. We're going to see a lot more escape room / party style games. We're going to see more games that use the internet or an app on the phone. Yep. Like I just got an escape room game where it came in a box and there was like an invitation and I opened it up and it said go register for my bridal shower. And so I went online and I registered and it took me to another website. And that mix of that with the thing, we're going to see more of that, I think, as time goes by. There's one coming out, a board game where you solve it using the Google Maps and things. Oh, for real? That's Yeah, really yeah. cool. So Okay. we're going to see, I think, more of that And in you're the future. excited about all this new technology merging with the old school board game classic Sure, table? because people always worry about, oh no, there's still chess and these other games still exist. Technology isn't going to get rid of these games, and people are going to use technology anyway. So why not mix them? It makes it fun. Bon, effectivement, il va un peu dans l'idée là, qu'on avait déjà entamé comme conversation, donc beaucoup de types de nouveaux jeux. Des jeux justement qui sont de plus en plus nichés, qui vont être de plus en plus spécifiques. Et l'émergence, donc même l'utilisation de l'Internet dans les jeux et les téléphones intelligents, qui est quelque chose que moi personnellement ça m'excite beaucoup de voir où ça peut aller. J'ai pas été vraiment ébloui jusqu'à maintenant de ce que j'ai vu, mais j'ai vraiment hâte de voir là, comment est-ce que cette tendance-là de nouveaux appareils va s'incruster dans le monde du jeu. Là. Ouais, en effet, c'est sa réponse quand il a dit, je suis d'accord à 100%, c'est pas mal. Tu sais, moi aussi, je vois ça là, pour le futur, donc c'est vraiment une bonne réponse. Je pense qu'il y a clairement, il le voit. Puis aussi, ce qu'on sait pas, c'est que Tom, des fois, il y a des petits insights, il y a de l'information privilégiée hein, Que nous, on n'a pas. qu'on n'a pas, nous, tu sais. Fait que quand il fait des prédictions d'habitude, il fait pas juste faire des prédictions en l'air, il y a quelque chose sur lequel ça basé. Donc, ça me surprendrait vraiment pas de voir ça là, plus spécifiquement dans les prochaines années. Oui, absolument. On peut facilement imaginer qu'il a testé des jeux qui vont sortir dans 1 an, dans 2 ans, des jeux qui sont en développement depuis longtemps, Ouais. des idées que le grand public n'a pas eu la chance de voir encore. Et voilà. Donc j'ai bien hâte là, à la suite. D'ailleurs, il a glissé un petit mot là, sur un nouveau escape game qui devrait arriver, il se connectait sur l'internet, puis il essayait des nouvelles choses, donc ça avait l'air quand même assez intéressant. Là. Donc, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on a eu la chance d'interviewer quelqu'un d'autre. Oui, exactement. En fait, peut-être un petit peu moins connu, évidemment, parce que c'est un jeune auteur, pas beaucoup de jeux encore à son actif. C'est l'auteur Emerson Matsuuchi, qui est l'auteur du jeu Century Spice Road, entre autres, qui était aussi de passage à Montréal parce qu'il venait présenter son nouveau jeu Reef. The mind behind the game Century Spice Road, one of the most interesting game of 2017. Please welcome board game designer Emerson Matsuuchi. Hi Emerson. Hello. It's a pleasure meeting you. We're really glad you take a few minutes with us. I know you have a busy night here, presenting a new game and everything. Oh no, the pleasure is all mine. Oh, it's really kind of you. So you tell us already it's not your first time in Montreal, but what are you doing here exactly tonight? Oh, tonight I will be showing Reef, which is one of Plan B's new games under their Next Move brand. Yep. And also the next game in the Century line, the Century Eastern Wonders, we'll be previewing that here as well. Oh, that's exciting. Yes, I hope it doesn't disappoint. Alors, on lui a posé la question par rapport à son nouveau jeu Reef, parce que l'auteur Emerson
En fait, d'autres jeux, dont le jeu Spectre Ops ou le jeu Crossfire. Et on se demandait, tu sais, c'est deux jeux quand même différents. On se demandait où ils se situaient par rapport à Reef, son nouveau jeu, par rapport à ces trois autres jeux là, plus connus, dont Century, Spectre Ops et Crossfire. Et voici sa réponse. What can we expect for Reef and your latest game? Oh, I see. Okay, so Reef is it's a light family-based abstract strategy game. So it's family level, so it is quite easy to explain the rules. The rules are very light. So the rules I think are on 3 pages. Oh, nice. Yeah. That's great. So it's very short rules. In fact, when I explain the rules, there's only 2 things you can do. You could just take a card or play a card. Oh, so it's very easy to teach the game. The rules do have very nice diagrams for like different examples. So there's lots of examples in there, but hopefully it'll be very easy for new gamers to get into. So it's something that I envision that say new players, new to the hobby, new to board games, it's something that they can get into and enjoy. Oh yeah, that's really nice for a game like that to be so accessible. Yeah. Do you think Century is the same kind of game, or it's a little bit harder to learn the first time, or think Reef is more easier to start with, or? I think with Reef, the rules are a little bit simpler than Century. So in Century, there's 4 actions that you can take. In Reef, there's only 2 actions that you can take. So it's a little bit simpler. I think in terms of how much you need to think, we call it like the cognitive load. So how much the player needs to think about their actions. It is similar, but I think it might be a little bit simpler than Century, Spice Road. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que Reef va être un jeu un petit peu plus accessible, un petit peu plus simple que Century. Comme Century, à ton tour, tu as une action à faire, mais 4 choix. Dans Reef, tu vas avoir seulement 2 choix à ton tour. Ça va être de jouer une carte ou de piger une carte, tout simplement, dans le but de placer des coquillages sur ton plateau de joueurs et maximiser et faire le plus de points de victoire. Donc, Reef, j'ai pas pu l'essayer sur place la soirée même, mais j'ai vu des gens y jouer, j'ai vu à quoi ressemblait le jeu. C'était encore des versions en prototype un peu, mais ça a l'air assez intéressant dans le jeu. Tu sais, plutôt familial. Familial, accessible d'un petit jeu d'une vingtaine de minutes, ça avait l'air assez intéressant. Ouais, je pense que ça a un bon potentiel, effectivement, là, d'aller toucher un marché assez grand public. Puis, tu sais, j'ai bien hâte de voir là, comment ça va être accueilli, mais je pense que ça a un bon potentiel. Oui, exactement. Et ensuite, on lui a posé la question. Tu sais, c'est celle qui nous chicotait un petit peu parce que on sait là, que Century, Spice Road, c'est supposé être une trilogie. J'étais un peu, tu sais, ok, une trilogie, je sais pas trop qu'est-ce que ça implique. Je doutais. Ça existe-tu une trilogie en jeu de société? C'est pas, du moins, c'est pas un terme qu'on va utiliser. On pourrait peut-être en nommer, mais c'est pas. Les compagnies vont pas mettre ça de l'avant, ils vont pas dire que c'est une trilogie. C'est vraiment pas un terme utilisé en jeu de société, donc bon, pourquoi ils font ça? C'est pour hyper les jeux, blablabla. On nous promettait aussi que les jeux allaient pouvoir se mixer ensemble, donc bon. Ok, c'est intéressant, mais il faut. J'y croyais pas trop au début. Quoique là, on a commencé à avoir des images, on a commencé à voir le nouveau Century qui sort, qui va être le Century Eastern Wonder, et où ça n'a aucun rapport mécaniquement et au niveau des pièces. C'est un pick-up and delivery de ressources où tu vas te promener sur le plateau dans le but d'aller remplir des contrats. Donc, oui, il y a des petites similitudes, mais au niveau mécanique et gameplay, il semblait complètement différent. Et donc, on voulait savoir là, comment ça allait se passer, de mixer les 2 jeux ensemble, quand il y en allait avoir 3, comment il allait se mixer, tout ça. And then with Century Eastern Wonders, if you don't mind moving into No, that's Eastern perfect. Wonders. That's perfect. Okay. So with Eastern Wonders, I went in the opposite direction. So the Eastern Wonders is actually there's a lot of familiar elements. So some things you'll definitely recognize that look very similar to Century Spice Road. Mechanically, it's a little bit different. There's a pick up and deliver element. You're actually moving along a board. Oh, I'm excited to try that. Yeah, we should have I think a copy here that you guys can preview. And one of the biggest things that was the biggest challenge in terms of the development was how to get the 2 games to work together. Yeah, that's really an innovative concept. Yes, it was something that I always like to look at what other games designers have done to see if they've already solved the same kind of a problem.
it was very interesting to see. I think the closest things I saw were, say, 504 from Stronghold Games or from Friedman and Fries, who has like the different ways you can mix the mechanisms and things. But there wasn't many games that do combine. Oui, ben en fait, c'est c'est quand même fou. Hein. T'sais, sérieusement, j'aurais vraiment voulu là, parler de ça des heures avec lui, qui nous montre ses livres de notes sur ce projet-là. Ouais. Comment est-ce que ça va? Tu sais, réellement, c'est 3 jeux qui en font 7. Là. On s'entend, là, c'est ça le concept. Ben, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il essaie de faire. En fait, il ne voulait pas juste prendre 2 jeux et les mixer ensemble et qu'on ait la sensation que ce soit 2 jeux mis ensemble. Il voulait que 2 jeux mis ensemble donnent une sensation un peu différente, qui donne un plaisir et une émotion un peu différente autour de la table. Donc, on n'a pas eu la chance d'essayer, là, évidemment, le nouveau jeu, ni le jeu mixé avec le premier. Mais selon les dires de l'auteur, ça avait l'air quand même d'une expérience différente. Donc, c'est super intéressant de voir ça. Et oui, en ce moment, il travaille en train de essayer de faire ce casse-tête qui est de produire son 3e jeu qui va pouvoir bien se mixer avec le premier, ou avec le 2e, ou avec les 3, ou jouer solo. Donc, avec ces 3 jeux-là, là, sérieusement, il va créer 7 jeux différents. Et c'est encore dur à croire, mais après y avoir parlé, je suis déjà un petit peu plus confiant. Et après aussi avoir vu les images là, du 2e Century, je suis un petit peu plus confiant là, de ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être réellement cette expérience différente. Ça va être très, très similaire malgré tout l'un et l'autre, ce que je peux présumer. Mais c'est quand même, ça me titille. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Là. Ouais, ben c'est assez innovant en fait comme façon de faire. Une chose qui m'intéressait particulièrement dans sa réponse, c'est quand il disait qu'il réutilisait les mêmes pièces d'un jeu à l'autre. Ben dans le fond, mettons quand il fait le 2.5 si on veut, là, le 1 et le 2 mixés ensemble, qu'il reprend les pièces du 1 et du 2, mais qu'il les utilise pour faire quelque chose de différent avec. Tu sais, on sent que c'est vraiment un exercice de design assez unique. Là. Ben, assez unique parce que tu veux que ton jeu seul marche, puis tu veux que ton jeu mixé avec l'autre marche aussi bien. Tu veux pas que ça soit juste correct, tu veux que ça soit bon, tu sais. Déjà, Ben, c'est dur dur de créer un jeu. Là, ouais, ben c'est ça, déjà en faire un, mais là en faire un imposé avec les pièces de 2 jeux ensemble, bel exercice. En fait, d'ailleurs, ça devrait être un genre de game jam qui pourrait être fait, tu sais. Ouais. Pogne tel jeu et tel jeu, puis fait un jeu avec les pièces de ce jeu-là. En tout cas, ça sera pour un autre moment. On a eu la chance d'ailleurs de finir ça là, en lui demandant si... Puis tu sais, on se doutait un peu de sa réponse. Le gars, faut dire, il est Emerson Matsuuchi, j'ai vraiment adoré le rencontrer. Hein. C'était un gars qui était très extrêmement très sympathique, très généreux de son temps. Et d'ailleurs, il parle français, il apprend le français à cause qu'il travaille avec Plan B depuis quoi, 1 année, 2 années à peu près. Et en fait, il nous parlait en français. Donc super intéressant là, de voir qu'il se forçait pour apprendre ça. Puis il parlait quand même assez bien en fait. Là. Ouais, exact. On n'a pas eu une grosse discussion, mais les Non. quelques mots qu'il nous a glissés étaient très compréhensibles. Non, c'est ça, c'était cool de voir ça. Puis on lui a demandé, dans le fond, s'il pensait que cette façon de faire des jeux, donc de créer un jeu qui se mixe avec un autre jeu et ainsi de suite, est-ce que c'était une nouvelle tendance ou juste quelque chose d'un peu unique? In summary, how an innovative system like that is created, and do you think it can be a new trend, or is just something that will be like one of a kind, something unique? Oh, that I'm not sure. It's from designing it. It was a challenge. One of the difficult things is that to make the 2 game or elements of the 2 game work together. Yes. is a little bit of a challenge. But the biggest challenge is how do you make them to where it's also just as fun as playing either of the games. Yes, because I bet you can create a game from those elements, but you want to create obviously a good game. Yes, something that adds some value to it. So it's not you're not playing just a combination of the 2 games, but something that's unique to that. So there's an element where you're using the cards as well as moving along this board, where we introduce an interesting decision point as to you can use a card in one of 2 ways now. And that was the interesting
Oh, yeah, that's element really cool. that we added that's not in Spice Road or in Eastern Wonders. So we're hoping that that's the part that people will enjoy. Is that it's a new element that's unique to either side of this bridge that we call it. Oh, that's really a nice concept. Yeah, we understand also that you plan to make a third one in the same trilogy of Century. Is that something we can talk about? I think we could talk about it a little bit, but I'm still working on it, so Yeah. it's still in progress. But my question was, can we expect the same thing with the third game, that Yes. you can mix it with the other game and make a new game and a new experience? Yes, by in doing fact, that? the plan for the third game is it's actually going to be more challenging from the design perspective because it needs to work with the first game. It also needs to work with the second game, and it should work with all three of the Okay, games. so you create 3 games, but in the real you create 7 games. We hope that's the goal. Like I said, it's going to be very challenging because we want it to be a different experience and not just feel like you smash 2 games together. Bon, on voit hein, qu'il voulait pas dire nécessairement qu'il était le seul à le faire, mais que c'était réellement ça, dans le fond, hein, qu'il n'y a pas grand-chose qui se compare à ça. Et il a donné une des seules comparaisons que j'ai en tête, qui est en fait 504, si je me trompe pas. Ouais. Le jeu là, de Freeman Freeze où tu piges les mécaniques des modules au début de la partie pour créer un jeu qui est pas unique, mais il y en a 504 dans la boîte en fonction de toutes les combinaisons. Il y a effectivement pas beaucoup de jeux qui ressemblent à ça. Non, mais c'est intéressant en effet le parallèle parce que 504, on s'entend que c'est un jeu assez particulier, là, comme on dit. 504, c'est 504 jeux dans le jeu, dans la boîte, avec plein de composantes, toutes les mécaniques utilisables possibles. Donc pour moi, 504, c'est plus un genre d'exercice de style. On sait que c'est un jeu que Freeman Freeze a traîné pendant plusieurs années. Ça a été un projet de longue date et de longue haleine. Ça a peut-être ouvert la porte à ça, justement, cette mode de la trilogie. Après ça, il faut voir, hein, ça me semble être quand même un concept assez compliqué à développer. Je suis pas sûr qu'il se fasse s'emboîter le pas puis en là, fait, autant, aussi vite ou autant que, mettons, le Legacy a pu faire là, récemment. Non, c'est ça, absolument. Une chose qui me rassure peut-être un peu par rapport à ça, c'est de voir que c'est Plan B qui travaille là-dessus, là, donc c'est pas n'importe quelle compagnie. Dans le sens, c'est pas un délire, c'est pas un exercice de style. Ouais. Le but au final reste de produire des bons jeux, des jeux qui vont se vendre, sans que ça soit ultra mercantile. Là, mais le but c'est de produire des produits de qualité qui sont même à un certain point assez accessibles. Donc c'est ça qui me dit un peu que le concept il y a de l'intérêt, surtout si c'est on s'entend que c'est pas ça qui vend le jeu, là. C'est pas le fait qu'ils se mixent tout ensemble qui fait que les gens vont l'acheter. Ça c'est plus pour aller chercher le côté gamer derrière qui est comme oh c'est quoi ça, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est qu'est-ce que je trouve intéressant là aussi. Oui, exactement. Donc j'ai bien hâte de voir la suite de ces créations, un auteur assez jeune là, qui en promet, je pense. Oui, gars super sympa, je suis convaincu là, qu'on va réentendre parler de lui, surtout s'il travaille avec Plan B sur 2 prochains jeux qui devraient sortir d'ici peu. En fait, c'était vraiment cool là, d'avoir la chance d'interviewer des gens comme ça. C'est sûr qu'on reçoit des invités, on fait des épisodes avec des invités. Ça, c'était ultra improvisé. On s'est fait inviter à cette soirée-là. Ils nous ont dit, vous avez la chance de faire une entrevue, la pognez-vous. Oh, ok, ouais, on a sauté sur l'occasion. Mais c'était vraiment intéressant de couvrir un événement comme ça. Ouais. D'ailleurs, t'as mentionné, là, il sortait, Plan B présentait Reef et présentait un autre jeu qui s'appelle Coimbra. Qu'on a eu la chance d'essayer ensemble d'ailleurs. Ouais. Dans une partie légèrement chaotique, je dirais. Faut dire. Ça a été difficile. Coimbra, c'est quand même un jeu assez massif. C'est pas un 4 heures, là, sauf que c'est un jeu où il faut que tu réfléchisses. Il y a beaucoup de choses. Le jeu, il est excellent, là, selon moi, dans le genre euro. C'est un jeu qui est excellent en fait, j'ai très hâte de rejouer. Je pense qu'on l'a joué peut-être dans des conditions un peu, faut dire, hein, c'est une soirée où les gens sont là pour ils discutent, ils boivent, l'ambiance est quand même assez à la fête, donc tu sais, t'installer, jouer à un jeu que ça te prend 25 minutes, 30 minutes comprendre les règles, puis là faire une game qui va durer 2 heures la première fois, c'est peut-être un peu extrême, mais on a quand même joué 3 tours sur 4.
Ah ben faut dire il y avait quand même beaucoup de gens à cette Ben oui, soirée-là. exact. Donc d'ailleurs Fred Savard suivait après la polémique là, dans le monde du jeu, s'est pointé là. Donc super intéressant. Tu sais, il y avait Fred Savard, Tom Vassell, Emerson Matsuuchi, bien entendu il y avait Martin Bouchard de Plan B, il y avait Carl Tremblay des Cowboys Fringants, Ouais. il y avait Dave Bellil des Appendices, il y avait Normand Normand D'Amour, D'Amour, ouais. propriétaire du Randolph. Tu sais, donc quand même une soirée là, avec des noms importants pour l'industrie, même s'il y a des gens là-dedans qui sont pas nécessairement dans le monde du jeu, c'est des gens qui gravitent autour. Euh, donc super soirée en fait, félicitations là, pour l'organisation, là, vraiment une belle réussite selon moi. Ouais, exactement. Absolument intéressant. Et d'ailleurs, à cette soirée, j'ai eu la chance de gagner un jeu parce qu'il faisait tirer des prix de présence. Alors, ouais, j'ai pu mettre la main sur l'édition Golem de Century. Alors, c'était quand même quelque chose que je me suis demandé. Pourquoi Golem, édition Century, un jeu d'épices, la route des épices, ils font un jeu édition Golem, un peu surprenant comme thématique, mais c'est ça. Surtout en quantité comme semi-limitée, Ouais, c'est comme un truc exact. là, ils en ont fait édition Golem, c'est le même jeu, la thématique est Ouais. différente. C'est la même chose, là. Il Ouais. n'y aurait aucune règle de différente. C'est exactement le même jeu, là. Juste les dessins, ça va être des. En fait, les ressources, ce ne sera pas des cubes, là, c'est des joyaux un peu plastiques, là. Et les dessins, ben, c'est évidemment des genres de golems qui se promènent. Le jeu est vraiment. Tu sais, la qualité de production elle est exceptionnelle. Encore, tu sais, déjà, Century, le jeu, la qualité de production est bonne, mais là, quand on remplace les cubes par des petites gemmes et la boîte, comment elle s'emboîte, comment les joyaux sortent de la boîte, là, c'est super intéressant. Et en plus, ben, ça venait avec un tapis de souris classique, là, un playmat. C'est pas un jeu que Un tu tapis de jeu. Ben oui, exact. C'est pas un jeu que tu as besoin d'un tapis parce que c'est assez simple, tu mets des cartes sur la table, mais ça vient avec cette copie venait avec le tapis de jeu. Vraiment, ça rajoute une petite saveur, ça rajoute un petit peu de thématique. C'est vraiment agréable là, de pouvoir jouer. J'ai joué d'ailleurs 5 parties la même journée, donc j'en ai Moi j'ai profité. entendu dire que tu les avais toutes gagnées d'ailleurs. Ah, 4 sur 5. 4 sur 5. J'ai pas, 4 sur euh, 5, ok. j'ai pas gagné celle que j'ai pas joué contre AP. Mais ça, c'est une Ah, autre histoire. ok, bon. On salue AP, Ben oui, c'était des bonnes qui est games. un de nos bons amis, on s'entend. C'est un très bon joueur, sauf qu'il y a peut-être un taux de victoire d'à peu près Non, ben, 12%. non, ben c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a juste eu un peu de misère avec sa machine. Là. Tu sais, la machine, elle roulait pas ronde. Là, tu sais, en tout cas, c'est un beau. Non, mais, ouais, non, mais il aime ça expérimenter des mécaniques puis découvrir tu sais, comment le jeu fonctionne. Donc, on va pas le blâmer. En fait, c'est un très bon joueur, très bon compagnon Ouais. de jeu. En fait, ben, c'est clair, il perd tout le temps. Donc, c'est quand même assez le fun de jouer avec Et il est lui. pas mauvais perdant, en plus. Ah non, non, super bon perdant, en fait. Toujours déterminé. Tu sais, il fait vraiment penser à un personnage de. Tu sais, dans les shonen, là, dans les mangas, là, tu sais, l'éternel gars qui l'a pas, mais qui veut quand même devenir meilleur tout le temps, puis à un moment donné, il devient vraiment bon. Donc, on attend là, encore ce moment-là. Ok, je pense qu'on va perdre un éditeur. Alors, je vais passer à mon deuxième jeu. Euh, que j'ai joué la même soirée. J'ai fini, du moins pour l'instant, la série Exit des jeux d'évasion de la compagnie Cosmos avec le dernier, le Forbidden Castle, dont je redoutais difficulté 4 sur 5. J'étais un peu inquiet. J'étais un peu inquiet avant. Des joueurs expérimentés m'ont dit que ça leur a pris 3 heures à 5. On était 3. J'avais peur un peu. Finalement, on s'en est bien sorti quand même. Vraiment intéressant comme dernier épisode là, de la série Exit là, pour l'instant. Euh, donc oui, assez corsé, mais on a pu réussir à le faire en 2 heures et demie quand même. Donc c'est vraiment une belle série. Là, pour l'instant, il y a seulement 6 de disponibles sur le marché, mais je peux voir à l'instant qu'il y a déjà d'autres jeux qui ont une traduction avec un titre en anglais. Donc, je peux présumer qu'ils vont voir le jour bientôt là, sur le marché. Donc, il y a 4 nouveaux Exit qui devraient se retrouver sur le marché dans les prochains mois. On parle de Dead Man on the Orient Express. On parle aussi de Mysterious Museum. Bon, de 2, 3 autres aussi qui s'en viennent. Donc, bien hâte de voir la suite de ça parce que même après 6, tu sens qu'ils ne répètent pas les mêmes énigmes, ils ne répètent pas les mêmes choses et ils réussissent à nous surprendre là, de différentes façons. C'est vraiment hâte de voir la suite des choses.
Non, je dois admettre à mon grand désarroi que cette tendance est là pour rester et que je vais l'embrasser avec toute la passion qui se doit pour de Ben ouais, nouvelles j'espère. tendances aussi fortes sur l'industrie et De toute façon, je vais. accepter. T'as pas besoin d'en parler, je vais en parler à chaque fois. Fait que j'en ai Ouais, essayé c'est ça. d'autres. Non, mais j'attends juste d'aimer ça, en fait. J'attends ça avec la plus grande impatience. Mais je dois dire qu'Exit, pour de vrai, ils m'ont quand même assez impressionné. Ouais, assez impressionnant. Puis c'était pas dans notre planning, mais écoute, j'ai fait un vrai escape room. J'étais allé à Escapaz. Je l'avais Oh pas dit. oui, t'as fait quelle pièce? J'ai fait une pièce qui n'est maintenant plus disponible, je crois, la salle Pop. Ah, ben oui, en fait, j'ai raté la chance de la faire. J'ai vu qu'elle venait tout juste là, d'être défaite, si Ouais. on veut, pour une nouvelle pièce plus moderne, plus récente. Ouais, exactement. Je pense qu'elle datait un petit peu. C'est aussi, de ce que j'ai pu comprendre, peut-être un de leurs scénarios les plus faciles, là, Les plus disons, faciles. sur les trois rooms. Mais c'est cool de se retrouver dans la peau de Nadine, jeune fille de 17 ans, qui souhaite appeler le beau McKevin à sortir avec elle. Ah, quelle thématique magnifique! Exact. Et là, pendant que notre meilleur ami était parti travailler, il fallait s'infiltrer dans sa chambre et résoudre les puzzles compliqués que son petit frère avait plantés dans sa chambre de sa sœur pour retrouver le numéro de Kevin et l'inviter au bal. Alors, oui, de retour dans les années 90, avec une chambre pleine de posters de films et un Nintendo, d'ailleurs, qui était présent dans la salle. C'était très intéressant. On l'a d'ailleurs réussi en 55 minutes, si je ne me trompe pas. Et si je me trompe pas, dans celui-là, il y avait de la musique à écouter, ou du moins il y avait des enregistrements sonores, ça se peut-tu? Absolument, oui. Il y avait des cassettes, des cassettes, là, les tapes, les bons vieux tapes, qu'on devait écouter les musiques, reconnaître les musiques et faire des liens là, avec des numéros, évidemment. Ah, c'est quand même cool, ça, tu sais, d'avoir un peu cet aspect-là aussi, qui est pas juste, ben, tu sais, qui est auditif, là, ce qui est un peu plus rare dans les escape rooms, des fois, là. Ouais, exactement. Il y avait même une cassette de Nintendo qu'il fallait mettre, brancher le Nintendo et mettre dans la cassette, mettre dans l'appareil dans le but de voir une image apparaître à l'écran. Ce qui est... Est-ce qu'il fallait souffler dedans? Ah ben, on l'a fait, là, évidemment. La tradition veut, c'est bon. on le sait. On était une gang qui a grandi dans les années 90. Je pense qu'on connaît notre époque. Non, absolument. Puis faut quand même donner à Escapaz là, qu'est-ce qui leur revient. Je pense que c'est une des places d'escape à Montréal qui innovent assez bien par leur salle, là. Même cette salle-là, si elle date d'un moment, était encore actuelle malgré tout. Ah, c'était très le fun. Très intéressant à faire, ouais, absolument. Puis c'était ma première visite à Escapaz, donc ça me donne envie d'essayer les nouvelles. Ouais, donc, ben, on essaiera de s'organiser ça éventuellement. De mon côté, en fait, bon, j'ai fait plein de choses, mais bon, je crois que le temps quand même commence à filer, hein. Ouais. On essaie de garder ça assez raisonnable. Donc, je vais y aller juste avec une petite chose rapidement aujourd'hui même. Donc, c'est sûr que là, cet épisode-là va sortir dans un petit moment, donc autour du 15 mars. Mais nous, on est fin février. Et je viens de précommander le jeu Décrypto sur le site du Randolph. Ils m'ont envoyé un courriel tantôt. J'ai vu ça. Décrypto à vendre, précommandé. Poum poum, je l'ai commandé. Donc j'ai bien hâte. Là. Je sais que ça va pas sortir maintenant. Peut-être quand l'épisode va sortir, ça va tout juste sortir. Mais j'ai bien hâte là, de pouvoir mettre la main là-dessus et de le jouer beaucoup en fait. C'est le genre de jeu que je veux m'améliorer, je veux devenir bon. Je trouve qu'il y a un intérêt assez gamer dedans. Là. Ouais, malgré tout, hein, pour un jeu d'ambiance, un peu de party à la limite, il y a quand même une petite touche de geek là, dans le jeu. Oui, puis tu sais, j'ai rejoué à Codename récemment, puis je trouve que il y a un petit peu plus encore, même dans... Ben, on en avait déjà parlé, hein, tu sais, dans des cryptos, il y a un côté qui est plus stratégique, si on veut, qui est plus... qui favorise plus les gens à penser entre eux et à faire des liens qui sont un peu différents là, de qu'est-ce qu'on va faire dans Codename. Ah, et juste la différence d'interaction entre les équipes et entre les joueurs est intéressante aussi, là. Une petite coche de plus. Absolument. D'ailleurs, on a eu la chance de demander à Tom Vassell là, ce qu'il pensait de Décrypto. Oh, I think I met him last year, actually. Oh, yeah, maybe in the convention. It's possible, Yeah. I really like that game. I think that's going to be a pretty big hit. We'll have to wait and see.
but it's coming out in the stores pretty soon. I think. Yeah, in March. In March. Yeah, not too far off, and it's one of the best word games I've played in a while. Ok, ben c'est cool de voir ça, tu sais, que des C'est jeux cool. québécois là, se rendent jusque-là. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, là, juste avant qu'on commence à enregistrer, du boot du Scorpion Masqué à Cannes, en France, durant le festival de jeux de Cannes. Tu me disais que c'était assez impressionnant, là. Ouais, ben écoute, je suis jamais allé à Cannes, mais je sais que Christian ne se paye pas nécessairement des gros booths, là, des gros kiosques là, avec la compagnie, mais d'année en année, son kiosque grossit. Là, cette année, quand même un bon kiosque là, assez impressionnant avec des grosses affiches, dont une immense affiche de Decrypto. Donc, j'ai hâte de voir des photos de gens présents là-bas. Là. Très cool, c'est intéressant de voir aussi que les auteurs québécois là, vont commencer à avoir peut-être un peu plus de renommée à l'international. Ça peut juste être bon pour le monde du jeu là, au Québec. Ah ben c'est sûr que si Decrypto fait tu sais, un petit peu un buzz là, alentour du monde dans les différents pays, ça va aider. Là, tu sais, ça en prend un petit peu plus des jeux comme ça. Absolument. Donc, on va, je pense, conclure là, notre section actualité, tour de table. C'était quand même une bonne section, Eh mais ouais. il faut dire qu'il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses très intéressantes. Euh, c'est Mais ça, là, absolument. c'est Donc, le temps de ton moment mobile, je pense. Ça fait un petit bout, là. On a ben, hâte. oui, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. On l'a pas fait depuis le début de la saison, Exact. mais je suis prêt pour ça, donc on y va. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2,8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Aujourd'hui, à Moment Mobile, on parle du jeu Arena of Valor. Arena of Valor, c'est un jeu qui a été lancé en 2015, fin 2015, mais qui est arrivé en Amérique du Nord en décembre 2017. Donc, c'est tout frais, tout chaud, arrivé sur vos appareils Android, iOS et tout récemment aussi la Nintendo Switch. C'est un jeu qui a été développé par Timmy Studio Group. Qui ont fait notamment Hill Racing Mountain Climber, donc un classique là, des jeux de voitures 2D. Mais c'est surtout une compagnie qui est possédée par la compagnie Tencent, qui est une compagnie chinoise en fait qui possède aussi Riot. Et pour ceux qui ont suivi, dans le fond, Riot, c'est les développeurs de League of Legends. Donc Arena of Valor, c'est un MOBA. Donc un multiplayer online battle arena, un jeu de combat, d'arène, multijoueur en ligne qui est très 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 similaire à League of Legends. Donc 5 joueurs par équipe vont s'affronter dans des parties d'une quinzaine de minutes dans le but de détruire la forteresse de l'équipe adverse. Les dernières statistiques sur Arena of Valor sont assez folles. Elles datent de juillet 2017. On répertorie plus de 80 millions de joueurs quotidiens et 200 millions de joueurs mensuels. Ce qui en fait le jeu mobile qui est le plus populaire et le jeu mobile qui génère le plus d'argent. Donc c'est quand même assez impressionnant. Le jeu est tellement populaire en Chine que Tencent là, a subi des pressions du gouvernement pour limiter le nombre d'heures de jeu qui peut être joué dans le but de, entre guillemets, d'assurer un développement sain pour les enfants. Donc ça montre à quel point le jeu est populaire et à quel point il y a des problèmes. D'ailleurs, même en Chine, on répertorie aussi des problèmes chez les militaires. Les militaires qui sont souvent en attente de quelque chose à faire vont se mettre à jouer à ça puis à être vraiment concentrés sur le jeu, de là à oublier un peu leur fonction de militaire. Donc, bien entendu, la Chine a dû aussi réglementer ça chez ses employés de l'armée.
Bon, c'est un MOBA, hein, donc assez classique, jeu très compétitif. On propose plus de 56 héros différents, bien entendu, d'un univers un peu fantastique, un peu futuriste. Et d'ailleurs, ils ont un partenariat spécial avec DC Comics. Donc, on a 4 personnages pour le moment de DC. On a Batman, le Joker, Superman et Wonder Woman qui vont se battre contre des mousquetaires cyberpunk ou des elfes robots. En tout cas, c'est un univers assez éclaté. Ce qui est intéressant des MOBA en tant que tel, et surtout de celui-là en fait, c'est que c'est pas des jeux qui sont pay to win. Donc ça veut dire que c'est pas à cause que tu payes que tu vas avoir des meilleurs bonhommes ou tu vas avoir des avantages dans le jeu. C'est vraiment des jeux qui sont basés sur les aptitudes des joueurs et sur le travail d'équipe là, qu'il va y avoir. Sur les plateformes mobiles, il y a énormément de MOBA, donc de Multiplayer Online Battle Arena. Il y en a beaucoup parce que bien entendu League of Legends c'est très populaire, Dota, Smite, donc il y en a plusieurs qui sont très populaires. Alors beaucoup de développeurs ont essayé de recréer cette expérience-là sur mobile. Par contre, il y en a très peu qui réussissent à le faire, surtout au niveau de l'ergonomie des contrôles, je dirais. C'est difficile de prendre une expérience ultra complexe de clavier-souris et de l'amener sur un téléphone qui est essentiellement tactile. Je dirais que Arena of Valor le fait, le fait mieux que toutes les autres, mais surtout le fait très bien. Donc on a vraiment l'expérience MOBA, on a l'impression de tenir une manette, les contrôles sont pas trop compliqués, mais sont bien faits pour permettre quand même de la bonne stratégie. Donc pour terminer les côtés contre, les côtés pour. Les côtés contre, j'ai essayé d'en trouver. J'ai pas réussi en fait vraiment de trouver des vrais côtés contre. Bon, si vous aimez pas des MOBA, bien entendu, vous allez pas nécessairement aimer ça. Mais pour ceux qui aiment les MOBA, j'ai pas vraiment trouvé de côté contre. Peut-être un petit point que j'ai noté, c'est que la batterie, c'est quand même un jeu qui est énergivore. Hein, donc la batterie s'épuise assez rapidement. Pour ceux qui ont connu l'époque frénétique de Pokémon Go, j'imagine que vous avez encore votre batterie portative. Eh bien, ça va vous être utile. Sinon, c'est quand même un jeu aussi qui est en gros 3D, tu sais, le jeu est beau, sauf que si vous avez des vieux téléphones, ça se peut qu'il y ait un peu de lag, le jeu peut être un peu lent. Les pour, donc c'est une expérience MOBA qui est parfaitement adaptée au mobile, très intuitif, très bon contrôle. Le jeu est très beau, la trame sonore est intéressante, tout le niveau esthétique est bien fait. Énormément de joueurs, donc les parties vont démarrer très rapidement. Pour ceux qui jouent à League of Legends, vous savez, ça peut prendre jusqu'à une dizaine de minutes avant que la partie commence réellement. Dans ce jeu-là, ça va être en 2 minutes, la partie va être commencée avec le chargement et tout. Et les parties durent en moyenne 10-15 minutes maximum, ce qui est un investissement de temps là, beaucoup moins grand que de jouer, disons, sur l'ordinateur à League of Legends où une partie va durer peut-être jusqu'à 40 minutes. C'est pas mal ça en fait pour tous ceux qui sont des fans de MOBA ou pour ceux qui, comme moi, là, vous manquez de dévouement pour vous mettre un vrai MOBA en ligne sur votre ordinateur. Moi je pense que Arena of Valor c'est une très bonne recommandation pour vous. Excellent, merci beaucoup Simon. C'est intéressant parce que je savais pas que ça existait, des MOBA sur téléphone ou sur portable et tablette, parce que justement les contrôles c'est plutôt compliqué là, à traduire une bonne expérience sur un portable comme ça. Absolument, puis je dois dire, ça fait longtemps que j'en cherche des MOBA sur Android, que j'en cherche des bons. Quand j'ai trouvé celui-là, j'ai été vraiment étonné. Tu as vraiment un bon feeling, tu contrôles comme une manette, sauf que tes doigts sont jamais dans le chemin, tu as accès à tes spells, là. Souvent dans ce jeu-là, tu as des skills que tu actives, ouais. C'est bien fait. Moi, je n'y ai vu que du feu, en fait. Là, je l'ai pris, puis j'ai commencé à jouer tout de suite, là. J'ai pas eu à m'adapter ou rien. Là. Ok, intéressant. Déjà une bonne quantité de héros. Partie vite, en effet, ça doit être assez énergivore là, comme jeu, ce type-là. Là. Oui, absolument, mais bon, c'est ça. Donc, c'est quand même là, un jeu assez intéressant. Là, on arrive... Oh là là, enfin!
Enfin, Sujet de mais là on l'épisode. savait, c'est un épisode en deux parties, donc on savait là, que ça allait être assez violent et assez lourd en contenu. Les mécaniques de jeu, pourquoi on parle de ça? Ah, ben, dans le fond, tu sais, on s'est un peu aperçu qu'on est des gars de mécanique. Hein, tu sais, on s'est dit à chaque épisode, on va parler d'un sujet, une thématique, une mécanique, un auteur, tout ça. On s'est rendu compte qu'on on n'avait pas parlé de beaucoup de thématiques. On avait surtout eu des épisodes de mécanique. Donc, on trouvait ça important ou intéressant surtout de mentionner ou un peu nommer, faire un peu tu sais, le recensement des types de mécaniques qui existent et en parler un peu de ces mécaniques-là, dans quel jeu on les a vus, dans quel jeu ils sont intéressants. Parce qu'évidemment, il y a des mécaniques, mais il y a plusieurs façons d'utiliser cette mécanique-là, plusieurs itérations à une même mécanique. Donc, pour nous, c'est intéressant de continuer à parler de mécanique. Et oui, on va probablement un jour faire un épisode de thématique au moins. Mais là, on est dans le gros. Là, on voulait faire le recensement complet là, des différentes mécaniques. Donc, on a à peu près 20 minutes pour en parler. Ça serait vraiment pas assez pour cet épisode-là. Il y en a quand même une bonne quantité. Mais c'est pour ça qu'on va se reprendre et on va continuer le tout dans la partie 2 de l'émission. Ben oui, belle introduction en fait. Je pense que le mot-clé dans qu'est-ce que tu as dit, c'était recenser les mécaniques. Peut-être les décortiquer un peu aussi. En faisant nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y a comme différents niveaux de mécaniques. Il y en a qui sont très très précises et il y en a d'autres qui sont extrêmement larges. Donc ça, c'est peut-être le genre de discussion qu'on va avoir là, quand on va aborder certaines mécaniques. Donc, ben là, on est prêt. On est de retour dans le Ah, sujet. ben commence On y va. donc, là. Ok, là c'est difficile de Il y en commencer, a on trop. revient vraiment là, dans une autre étape de notre vie. Je vais y aller avec peut-être quelque chose. euh, c'est difficile. En fait, je vais y aller avec un truc vraiment pas rapport, là, mais je vais y aller avec la dextérité dans Ouais. les jeux de société. Mhm. C'est quelque chose qu'on a pas. On a fait un épisode quand même sur les jeux de dextérité, mais c'est quand même une mécanique qui est pas là tant souvent. D'ailleurs, en fin de semaine, là, j'ai eu la chance de jouer à Rampage. Oh, 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 oh. Aussi appelé Maple Terror in Circus. Maple City. Ouais. Je pense qu'on a même pas le droit de dire Rampage. Mais tu sais, ça, c'est un jeu de dextérité où il est quand même gamer, tout ça. Donc, c'est une mécanique souvent qu'on va associer à des jeux qui sont un peu plus légers, un peu plus le fun, un peu plus on rit, puis on s'en fout d'un peu qui gagne. Je sais pas qu'est-ce que toi tu penses de ça, là, de la dextérité dans le jeu. Est-ce que ça a sa place ou non? C'est souvent la Ah, question ben, qu'on va se poser par rapport à la dextérité. Là. ben, ouais, mais c'est sûr que ça a sa place, le jeu de dextérité. C'est sûr que, tu sais, le gros jeu de dextérité, c'est évidemment le Jenga, là, très connu. Il y a quand même beaucoup de variations, beaucoup de nouveaux jeux qui utilisent des mécaniques de dextérité. C'est sûr que, comme tu dis, c'est vraiment plus le type de jeu un peu plus familial, party, léger, mais qu'on peut voir et qu'on peut utiliser dans des jeux peut-être un petit peu plus compliqués, un petit peu plus gamer, comme tu le dis. Rampage en est un bon exemple aussi. Récemment, on en avait glissé un mot sur Meeple Circus, un jeu avec plein de pièces, avec 3 rondes et avec un peu des règles différentes, mais qui est un jeu de dextérité assez Bon original. exemple. Donc, absolument, non, ça a sa place. C'est sûr que tu sais, ces jeux-là, comme dextérité plus gamer, je trouve que c'est très niche. C'est pas nécessairement le genre de jeu qui va se vendre ou qu'on va entendre beaucoup parler, mais il y a quand même sa place pour ce genre de jeu. Puis, tu sais, ils sont souvent très intéressants parce que tu vas plaire à une gang qui va préférer plus la légèreté du jeu de dextérité et l'autre gang qui va, ben, tu sais, dans Rampage, il y a quand même un petit peu il y a quand même un petit peu de trucs à faire, ils vont apprécier ce côté plus gamer. Là, tu sais. Absolument. Peut-être juste pour conclure sur ce point-là, ce que je trouve le plus grand défi des jeux de dextérité, c'est de trouver le point névralgique là, où dans le fond c'est pas trop dur, mais c'est pas trop facile, puis c'est à peu près similaire pour tout le monde. Souvent, c'est que ça va être des jeux où des gens vont avoir une très grande facilité à le réussir, alors que d'autres vont ça va pratiquement être impossible pour eux de le réussir, même s'ils s'entraînent beaucoup. Je trouve que c'est des jeux qui sont très difficiles à balancer, en fait.
Ouais, mais en même temps, c'est aussi beaucoup des jeux qu'on joue pour le plaisir, qu'il n'y a pas de compétitivité réelle axée sur ce jeu-là. Donc, c'est plutôt léger là, comme mécanique. Puis ça reste que ça fait un des plaisirs du jeu aussi, hein, le fait qu'il y a du monde qui ont plus de misère que d'autres. C'est ça un des éléments qui peuvent créer le plaisir là, dans ce jeu-là. Là. Ouais, c'est drôle hein, de rire du pauvre gars qui est pas capable de faire des pichenottes. Shake sans arrêt avant de placer un bloc, c'est parfait. Ok, hey, un autre style de jeu intéressant, moi j'apprécie beaucoup cette catégorie. Pas, tu sais, c'est une mécanique, mais en même temps c'est plus une grosse catégorie, une famille de jeux qui s'appelle les jeux de déduction. Parce qu'évidemment, dans cette Oh catégorie, oh oh. dans cette catégorie-là, ben, il y a plusieurs mécaniques possibles, même des mécaniques quand même assez différentes. Mais des jeux de déduction là, populaires et connus, là, il y a entre autres là, le jeu comme Codename, comme Sherlock, Détective Conseil, comme Mysterium, évidemment, des jeux plus d'ambiance, à la Résistance, à la Secret Hitler. Ben, les jeux d'évasion font aussi partie de ce type de jeu-là. Mais souvent, quand on pense des jeux de déduction, on pense beaucoup à des jeux d'enquête. Évidemment, le classique, là, Mr. Jack, le Mr. Jack Pocket, ce genre de jeu-là aussi existe. Le petit nouveau jeu que j'apprécie d'ailleurs beaucoup dans cette catégorie-là, qui est le jeu Fugitive. Fait qu'il y a de grosses catégories, quand même pas mal de types de jeux. Hein. On va du jeu d'évasion au jeu de storytelling à la Sherlock, au jeu un peu de bluff, un jeu. Tu sais, il y a quand même beaucoup de choses hein, dans cette thématique de déduction-là. Oui, ben c'est ça, tu sais, on parlait un peu de la finesse, si on veut, des mécaniques. Déduction, ça serait même à discuter, est-ce que c'est vraiment une mécanique, mais je pense que oui, sauf que comme tu l'as mentionné, il y a tellement de façons on peut découler là, de déduction plein de sous-mécaniques précises dans lesquelles la déduction s'opère. Ouais, pour moi, c'est plus ou moins une mécanique. Hein. Honnêtement, c'est vraiment une grande famille, un type de jeu qui inclut plusieurs mécaniques parce que si on pense à des jeux de déduction comme Avalon ou Résistance, ben, tu sais, il y a cette mécanique-là. Tous les mêmes jeux comme Secret Hitler, les jeux dans ce genre-là vont utiliser ce genre de mécanique-là, mais tu as des trucs complètement différents comme Mysterium, tu sais, qui utilise des mécaniques complètement différentes et Sherlock Detective Conseil, où c'est un livre dont vous êtes le héros. Donc, complètement différent comme mécanique, mais on s'entend que tout ça, c'est des jeux de déduction qui impliquent de la déduction, de la logique et peut-être un petit peu d'enquête là, dans tout ça. Ben, en fait, la vraie mécanique derrière la déduction, c'est le fait de vouloir trouver la vérité. Ouais, une information, la vérité sur un sujet, sur une information. Tu sais, il y a tous les jeux comme Letter from Rothschild ou Scotland Yard aussi qui sont ce genre de jeu-là, mais pas pour un joueur, mais pour les autres, tu sais, que cet aspect de déduction-là qui est vraiment inclus là, dans cette grande famille-là. Je dois juste faire peut-être une petite parenthèse. On était supposé de mettre dans la description des épisodes le nom des jeux qu'on a nommés durant l'épisode. J'étais en charge de prendre ça en note et on est comme déjà rendu à As-tu autour de 60 jeux. échoué, Simon? J'ai peut-être raté quelques jeux. Là, tu sais, je veux pas que vous me blâmiez là-dessus. Si vous avez des questions, allez-y. J'essaye d'en prendre en note le plus possible, mais des fois ça va assez vite, on s'entend. Ouais, ben, surtout que ouais, on peut les défiler assez vite. Là, vu qu'on fait on parle de grandes Des grandes catégories, on va en catégories, nommer là, pas c'est mal. ça, on Hein. parle même pas de jeu, là, tu sais, on parle de grandes catégories, donc c'est quand même un autre niveau. Mais oui, déduction, c'est un genre que j'adore vraiment. Euh, une mécanique très intéressante. Puis je pense que toi aussi, on est les deux des fans de jeux de Ouais. déduction parce que ça te force à penser là, vraiment d'une façon spécifique. Ouais, ben, c'est des jeux un peu aussi de logique, hein, tu sais, à la limite, presque Ricochet Robot pourrait rentrer là-dedans. Hein. Oui, à un certain point, c'est vrai. J'avais un genre, ben peut-être ça peut nous introduire là-dessus, qui était comme puzzle, tu sais, Ouais. une mécanique puzzle. Bien entendu, encore une fois, cette mécanique-là, elle est très large, permet là, beaucoup de sous-mécaniques là-dedans. Mais je pense que oui, Ricochet Robot pourrait très bien là, rentrer dans ce genre de jeu-là. Là. De mon côté, en fait, j'aimerais aborder une mécanique. Et là, comme le temps file dans cet épisode-là,
Je vais y aller peut-être avec des mécaniques qu'on a déjà parlé, mais que je juge qui sont assez importantes. Comme ça, on va pouvoir effleurer le sujet. Et pour celles qui seraient plus intéressés, vous pouvez vous référer à des anciens épisodes. Dans le fond, c'est les jeux pilotés par les cartes. Ouais. Dont l'exemple parfait, là, Terraforming Mars. Donc, c'est des jeux là, dans lesquels on va avoir des cartes en main. Souvent, ces jeux-là sont aussi beaucoup des jeux de gestion de main, là, donc gestion de cartes en main. C'est des jeux que je trouve qui sont vraiment intéressants parce qu'ils ont une profondeur là, qui est quasi infinie. C'est des jeux où souvent les cartes vont être uniques, tu vas avoir plusieurs cartes différentes en main, plusieurs choix intéressants à faire. Et c'est des jeux généralement aussi qui sont assez positifs, donc tu vas bâtir des choses, tu vas construire des cartes qui vont te donner des pouvoirs. Donc je trouve que c'est des jeux là, qui sont vraiment intéressants parce qu'il y a quelque chose, il y a une histoire qui se crée autour de ça. Souvent tu vas créer une civilisation en jouant des cartes, créer donc si on veut une espèce de petite machine. Là. Ouais, en effet, c'est quand même une mécanique très utilisée dans le wargame. Alors, j'aurais pas nommé Terraforming Mars, j'aurais plus dit Twilight Struggle comme exemple parfait de cette mécanique. Oui, Twilight Struggle, très C'est très bon exemple ma en fait, absolument. préférence, mon intérêt pour ce jeu. Donc oui, tu sais, c'est vraiment très inspiré des wargames, beaucoup utilisé dans ces types de jeux-là, mais utilisé à bon escient et de vraiment différentes façons là, maintenant par les jeux de société. Là. Ouais, et même un peu trop peut-être, on va retrouver énormément de jeux là, qui sont... tu sais, en fait, je sais pas pourquoi en tête j'ai l'exemple de Unfair, tu sais, qui est un genre de jeu où tu as des cartes en main, tu vas jouer des cartes. C'est la tendance Kickstarter 2016-2017, je dirais. Là. Donc, c'est que c'est une façon très simple de faire des jeux parce que, dans le fond, tu vas créer une quantité très grande de cartes qui vont influencer un Ouais. système. Puis, dans le fond, ben, après ça, c'est la beauté, la synergie des cartes qui va faire si le jeu va se démarquer ou non. Là. Généralement, d'une mécanique de jeu assez simple aussi. Là. Oui, c'est ça. Généralement, c'est joue des cartes, fait qu'est-ce qu'il y a sa Ouais. carte. Donc, c'est des jeux qui vont peut-être s'expliquer assez facilement. Puis, je trouve que c'est une mécanique assez versatile. Faut pas que ça devienne abusé non plus, là, parce que justement, comme c'est simple à mettre en place, ben simple, je dis, c'est toujours compliqué de faire un jeu, là, mais c'est quand même assez accessible comme méthode pour faire des jeux. Excellent. Et moi, je continuerai avec une mécanique un peu moins peut-être connue, un peu moins populaire, ou du moins que je connais pas beaucoup de jeux à Ouh! ce niveau-là, mais c'est les jeux de pick-up and delivery je sais pas comment le dire en français, hein, par contre, euh, de De livraison. prends et Ouais, c'est ça. livre. De livraison. De Les jeux de livraison, c'est livraison. 10 fois mieux, en fait. Les jeux de livraison. D'ailleurs, tu sais, on va essayer d'utiliser les termes francophones, ou du moins en inventer peut-être sur le moment là, pour en parler. Donc, les jeux de livraison, je trouve que Ouais. t'as très bien trouvé ça. Donc, c'est généralement des jeux bon, on va devoir livrer des ressources à des endroits, donc promener des pions, des trains, des camions, whatever, sur un plateau dans le but de livrer des marchandises à certains endroits, dont certains jeux là, assez intéressants, importants dans cette mécanique-là. On a le jeu Steam. De Martin Wallace, jeu de Absolument. train assez marquant. On va aussi avoir le connu et je sais que tu apprécies beaucoup le jeu Keyflower, qui a quand même une mécanique Oui, importante qui a quand même, c'est pas un jeu qui est basé Non, sur le pick-up and delivery, mais il y a une mécanique très claire de livraison là, à l'intérieur du jeu. Là. exactement. Puis même dans un autre jeu là, comme le jeu Istanbul, tu sais, c'est un petit peu abstrait dans le sens que tu vas là, tu sais, loader la marchandise sur une tuile, tu vas la dépenser à une autre tuile. Donc, tu n'as pas nécessairement le sentiment, mettons, comme particulièrement dans Steam, où tu vas mettre des ressources presque sur un train puis qui vont faire un parcours. Donc, peut-être une mécanique. Tu sais, il y a cette mécanique qui existe un peu plus abstraite, mais qui est quand même une mécanique de pick-up and delivery et donc de livraison. Un jeu un peu particulier qui a peut-être passé inaperçu, que j'ai quand même beaucoup aimé, mais joué qu'une seule fois, c'est le jeu Panamax, qui est un jeu où, en gros, Ah, ça, c'est ton genre de ah, c'est jeu. mon Hein? Mais genre de j'aimerais ça jeu, essayer, mais je sais que totalement. c'est vraiment ton genre Un de jeu sur jeu. le Là. canal du Panama où on va devoir loader des marchandises d'un côté ou de l'autre de l'océan, du Panama, et faire le transport dans les écluses et les transporter de l'autre côté pour faire réussir notre livraison. Euh, donc un peu un jeu obscur, assez massif d'ailleurs, mais très 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 le fun. Et un jeu aussi un peu moins
Un peu moins connu, mais qui est connu par beaucoup de gamers, qui est le jeu Container. C'est un jeu aussi. Oui, ben Container, il était dans ma liste. En fait, c'est un très bon jeu. D'ailleurs, je pense pas que c'est un jeu qu'on a déjà parlé Je pense pas, non. à l'émission. Là, c'est un jeu où, dans le fond, on est un espèce de paquebot là, qui va se promener puis marchander des containers, en fait, d'une ville à l'autre. Ouais, exact. Puis La... c'est vraiment aussi, tu sais, il y a comme 3 paliers là, dans le jeu, là, dans le sens que tu es là comme transporteur, mais aussi comme commerçant. Puis là, tes transports, il faut que tu les vendes à d'autres commerçants. Donc, vraiment un gros jeu quand même économique. Euh, Ouais, ben en fait d'ailleurs la beauté de ce jeu-là, c'est que l'économie va vraiment être bâtie par les joueurs. Donc si les joueurs décident que telle ressource vaut plus cher, ben elle va valoir plus cher. Donc c'est vraiment intéressant là, comment l'économie se déploie puis qu'elle est différente d'une partie à l'autre. Exactement. Donc, tu sais, je peux pas en nommer énormément parce que c'est pas nécessairement une mécanique super répandue. Euh, En tout cas, beaucoup moins que certaines autres mécaniques. Mais quand même, toujours des trucs assez intéressants. Et un jeu que je peux pas ne pas mentionner, qui est le jeu Empire Builder de Oh, 1982. ben en fait j'allais te le soutirer, mais Ah, t'as c'est été plus sûr qu'il rapide. fallait que j'en parle. Jeu de livraison de marchandises de train, mais où on va construire notre réseau ferroviaire à travers l'Amérique en dessinant avec un crayon sur la map. On va dessiner nos rails pour accroître notre reach sur les différentes villes et donc notre économie. Donc, bon, un peu archaïque comme jeu, mais quand même une petite pensée là, pour ce jeu-là, Empire Builder. Ouais, ben moi c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu que ma femme adore en fait, donc Ouais, j'ai joué beaucoup à ouais, ce tu y as jeu-là. joué. Ouais, je l'ai, j'ai joué assez régulièrement. Ça fait un petit bout que j'ai pas joué parce que malheureusement, comme tu l'as dit, le jeu est peut-être un peu vieillot. C'est Ouais. quand même un C'est quand jeu même qui long, date hein, aussi. de 1982. Une partie va prendre facilement 3 heures à jouer, même à 2 ou 3 joueurs, donc c'est assez long. Et surtout, tu sais, il y a quand même une espèce d'aberration dans ce jeu-là. Probablement dans ce jeu-là, les distances, tu les ressens. Quand tu pars de Montréal pour aller à Los Angeles pour livrer du bois, ça va te prendre 7, 8, 9 tours, donc c'est quand même assez long. Là. Réellement, dans une partie, c'est autour d'une quinzaine de minutes là, pour te rendre là, pour faire ta livraison. C'est surtout que Empire Builder, tu bâtis un empire de la livraison ferroviaire Avec aux un train. États-Unis avec un Avec un train! putain de train. Alors, à la fin de la partie, t'as encore un seul wagon. T'as des chemins de fer partout à travers les Un États-Unis, train. à travers le Canada, jusqu'au Mexique. Un train. Un train. Oui, à la fin, il va un petit peu plus vite qu'au début, puis tu peux transporter un peu plus d'affaires qu'au début. Euh, mais pour de vrai, ça, c'est vraiment c'est fou, en fait, mais selon moi, le meilleur exemple, pratiquement, d'un jeu de livraison qui mériterait vraiment d'être Ouais. actualisé, hein, parce que le sentiment du Ah, il est jeu, il bon. est ultra simple, tu l'expliques en 5 minutes, quelques particularités, mais tu sais, tu construis ton chemin de fer, tu déplaces ton train. Magnifique concept là, pour un jeu de livraison. Ouais, exactement. Peut-être un travail pour Restoration Game dans le futur. Ah, ben ouais, ça serait Ce serait intéressant, ça, intéressant. avec 30 trains. Ouais. Sinon, de mon côté, bon, j'avais un petit exemple, en fait, que j'ai vu qui m'a excité, c'est Deep Sea Adventure. Ouais. C'est pas absolument un jeu de Ouais, livraison, c'est un là, peu mais limite. c'est quand même un jeu où tu vas aller chercher des trésors, tu vas les ramener. Donc c'est comme un peu l'essence d'un jeu de livraison, si on veut ultra simplifier, à une toute petite boîte, Hunk Game, on en a parlé Des jeux japonais. assez souvent. Des jeux japonais magnifiques, minimalistes, dans des superbes boîtes. C'est ça, on en a déjà parlé assez souvent de ce jeu-là. Sinon, j'avais un jeu un peu moins connu qui s'appelle King of Air and Ah Steam. ouais, ouais, ouais. Toujours pas joué à ça. Donc, qui est un jeu de 2013. Je crois que c'était un jeu sur Kickstarter, mais à l'époque où Kickstarter était encore quelque chose d'un petit peu plus obscur et raffiné Ça que file maintenant. un Kickstarter, cette affaire-là. Oui, exact, sauf que je te dirais Kickstarter, la bonne époque, dans le sens que c'est quand même un jeu où les règles sont très claires, le travail d'édition est assez solide dessus. Le jeu est d'ailleurs assez bon. C'est un jeu de livraison vraiment où on va livrer et en train et en zeppelin. Assez cool. D'ailleurs, c'est un jeu dans lequel tu peux aussi échanger avec les autres joueurs. Et là, c'est vrai, là, c'est pas une affaire de délire, là. Les échanges sont réellement permis dans le jeu. Euh,
Donc, croire ben, tu sais, que non, je mais vais c'est le des voir. échanges plus... C'est des On lit les échanges plus règles, pour être classiques sûr. dans le sens que tu vas laisser des cubes de ressources à certains endroits dans tes entrepôts, dans le fond, et les autres joueurs, si tu leur permets en échange d'argent, ont le droit de prendre les cubes qui se trouvent dans tes entrepôts. Ok. S'ils se trouvent là avec leur train ou leur zeppelin. Euh, donc quand même vraiment un jeu de livraison là, de A à Z. Toutes les mécaniques tournent autour de cette mécanique de prends et livre, les jeux de livraison. On a du temps pour un autre? Ça commence à être serré, hein? 1h15, ok. Je pense qu'on a le temps pour un petit. T'en as-tu un petit que tu pourrais faire? Non. Tout des gros. Non, Tout ok. des gros. Ok, ben en fait, je vais y aller avec un petit truc rapide. Puis là, comprenez, hein, on a une liste de comme 80 thématiques mécaniques devant nous. Puis là, on les choisit un peu au hasard là-dedans. Une rapide, je pense, c'est tous contre un. Ouais, il y en a- Donc, on peut penser à Mansion of Madness, à Scotland Yard, Fury of Dracula. Donc, les jeux où un joueur, Imperial Assault, si je ne me trompe pas aussi, fonctionne comme ça. Donc, c'est des jeux où il va y avoir une espèce de maître de jeu, si on veut. Donc, un joueur qui va jouer un rôle particulier, alors que tous les autres joueurs vont être contre ce joueur-là. ouais. On parle de jeux à plus que 2 joueurs, on s'entend, là. C'est rare que tous contre un, Ben. ça se fait. Mais quoi qu'il ça peut se faire. En fait, moi, j'ai pourrait se faire. souvent joué à New York Chase, en fait, À 2 joueurs. en jouant trois policiers et l'autre personne jouait le criminel. Donc, Ah, c'est ça vrai. peut être fait, mais réellement, c'est des jeux qui vont se jouer habituellement à plus que 2 joueurs. Ouais, exactement. C'est pas une catégorie qui a, encore une fois, beaucoup de jeux dans ce genre-là. C'est quand même une mécanique assez particulière là, dans le jeu de société, là, malgré tout. Absolument, c'est un genre de jeu coop, mais où si on veut, l'ordi, là, l'intelligence artificielle va être jouée par un humain. Je trouve que c'est quand même intéressant, mais difficile là, d'amener ça, parce que comme tu l'as dit, il y a des limitations souvent au nombre de joueurs que tu vas devoir être pour que l'expérience elle soit le mieux. Donc c'est peut-être pour ça qu'on en voit un peu moins sur le marché, quoique là, Imperial Assault, qui est un gros jeu de Star Wars, fonctionne selon ce principe-là. Là. Ouais, ben d'ailleurs, le premier que tu as mentionné, Mansion of Madness, tu sais que pour la 2e édition du jeu, ils ont rajouté une application qui jouait le rôle de l'autre joueur. Ouais, donc dans le fond, c'était réellement un jeu coop. Là. Fait que, ben, tu peux encore le jouer avec un vrai joueur comme l'affronter, mais tu sais, fait que les jeux, tu sais, les jeux qui ont ça, même dans, tu sais, j'avais joué à Descent, puis c'est la même chose, tu es supposé avoir un joueur qui joue contre toi, contre 2 ou 3 autres joueurs, ben, on jouait avec une application, puis c'est l'application, là, le computer, comme on dit. Donc, c'est des jeux qui ont tendance à vouloir tendre vers le co-op pour une plus grande, je sais pas, peut-être plus attrayant pour un joueur, le co-op peut-être. Ouais, ben c'est que c'est des jeux qui sont peut-être un peu plus... Tu sais, souvent, il y a toujours l'espèce de question qui va jouer la personne qui sera pas en équipe avec les autres. Il y a des jeux où réellement tout le monde veut jouer cette personne-là parce que c'est le rôle le plus cool dans le jeu, alors qu'il y a d'autres jeux où peut-être que ce rôle-là il est un peu moins intéressant, donc il y a moins de gens qui veulent le jouer. Fait que c'est peut-être un peu difficile de jauger. Faut dire que souvent ces jeux-là, ils ont réellement deux mécaniques complètement différentes et des objectifs de jeu complètement différents Exact. des deux côtés. Absolument. Donc ça l'amène là, des fois peut-être des problèmes de balancement au niveau du plaisir, en fait, ce qui est pas souvent quelque chose qu'on va parler, là, mais pour un jeu comme ça, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver. L'idée de rendre ça coop, ben, c'est peut-être plus accessible. Les gens, ils ont pas... Faut dire aussi que les jeux coop, ils ont un attrait parce que les gens jouent contre un système et jouent en groupe au lieu de jouer un contre l'autre. Ben, dans le un contre tous, on a vraiment le côté là, de confrontation. Là. Quoi, ben, bizarrement, t'as un joueur qui est tout seul puis qui entend ce que les autres disent, puis il peut, il est juste pris avec lui-même à essayer de contrer leur plan. Fait que ouais, un style un peu particulier, mais vraiment, c'est un style que j'aime beaucoup, là, Scotland Yard reste un grand classique pour moi. Et je meurs d'envie d'essayer Fury of Dracula, qui me semble magnifique comme jeu. Oui, absolument, j'ai jamais joué non plus, mais c'est comme un peu la version gamer Ouais. là, de New York Chase, Exact. donc oui, ça a l'air absolument intéressant.
Je pense que là, on a pas mal atteint notre limite pour ça. De toute façon, on va avoir une belle heure pratiquement complète pour en parler dans la partie 2 qui sera la semaine prochaine. Absolument, absolument. En attendant, JF, je te souhaite une excellente semaine. Je te remercie énormément pour ta collaboration à l'émission. Merci à toi, à bientôt. Donc, on remercie là, tous les gens qui nous écoutent. C'est vraiment apprécié de savoir que vous nous écoutez en si grand nombre. On reçoit beaucoup de commentaires de gens qui nous disent qu'ils apprécient beaucoup la balado. Donc, pour nous, c'est vraiment encourageant. Puis ça nous donne le goût de continuer à travailler fort là-dessus. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, nous envoyer des messages. Ça va nous faire plaisir de partager ça avec les auditeurs. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Nous remercions notre diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.